On y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la création d'entreprises. Serre France est ravie de vous accueillir et de partager avec vous son expertise sur les 5 étapes d'un lancement réussi. Je suis Bénédicte Elnémer-Lemasson, directrice de la communication. Et avant de passer la parole aux experts, je voulais vous permettre de mieux nous connaître en disant quelques mots sur Serre France. Serre France est un réseau mutualiste et depuis 60 ans, Serre France est l'acteur référent du conseil et de l'expertise comptable auprès des chefs d'entreprise dans tous les secteurs d'activité. Serre France, ce sont plus de 12 000 collaborateurs qui accompagnent 320 000 clients, créateurs et chefs d'entreprise. Et notre raison d'être, c'est de donner à nos clients tous les moyens de faire grandir leurs projets. Il y a 700 agences partout en France, comme vous voyez sur la carte, et parce que la proximité est une de nos valeurs clés, nous venons maintenant à votre rencontre virtuellement en tenant aujourd'hui ce premier webinaire qui sera suivi par de nombreux autres et dont nous tirerons évidemment tous les enseignements en termes d'organisation technique. Je laisse tout de suite la parole aux experts, Vincent Arnaud, conseiller d'entreprise, Alain Duprat, expert comptable, et je remercie également Jacinta Carpentier, créatrice d'entreprise que nous accompagnons, d'avoir accepté d'apporter son témoignage aujourd'hui. C'est parti pour 45 minutes. Vous pouvez télécharger dès maintenant le support de la présentation sur le site internet serrefrance.fr et à la fin de leur présentation, les intervenants répondront à quelques-unes des questions que vous poserez via le chat. Bon webinaire. Merci Bénédicte pour cette présentation. Donc la réunion de ce matin s'articule autour de 5 grandes étapes. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc la première partie sera consacrée à l'adéquation homme-projet. Donc cette partie consiste, je dirais, à mettre en avant le CV et l'expérience professionnelle du créateur. La deuxième partie sera consacrée à l'étude de marché qui permettra de rendre votre projet plus clair, plus précis. La troisième partie sera consacrée aux prévisions financières qui permettront de chiffrer, de quantifier votre projet grâce à l'étude de marché que vous aurez fait au préalable. Donc après avoir vu les questions de fond, on abordera les questions de forme dans une seconde partie avec le cadre juridique et enfin nous conclurons sur les aides à la création d'entreprise. Alors, tout de suite, on commence, on se lance en vif du sujet avec l'autodiagnostic personnel et professionnel. Donc avant de se lancer, il est fortement recommandé de faire ce qu'on appelle un autodiagnostic. Et donc la première question à se poser, c'est pourquoi je veux créer une entreprise? Alors quand on interroge les personnes, les créateurs, donc effectivement la première raison qui revient le plus souvent, c'est ne plus être salarié, être son propre patron. La deuxième raison qui revient le plus souvent, c'est gagner plus d'argent. Donc je suis sûr que si on faisait un rapide tour de table sur les motivations des créateurs, ces deux mêmes raisons reviendraient assez souvent. Autre question à se poser en amont de la création, c'est suis-je prêt à accepter certains sacrifices en termes de temps, mais également en termes d'argent? Alors certains sacrifices en termes de temps, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire déjà renoncer aux 35 heures, il faut savoir une chose, c'est que quand on est chef d'entreprise, on ne compte pas ses heures. Le fait de vouloir créer son entreprise et le fait de vouloir la développer demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement en termes de temps. Donc il faut en avoir conscience avant de se lancer, bien évidemment. Donc certains sacrifices en termes de temps, on l'a vu, certains sacrifices en termes d'argent également. Donc effectivement, quand on crée une entreprise, ça coûte forcément de l'argent, ne serait-ce que les coûts d'immatriculation. Alors après, tout dépend le projet. Vous n'aurez pas les mêmes investissements au démarrage si vous créez une activité dans la restauration que si vous créez une activité dans le conseil, par exemple. Mais retenez le principe, encore une fois, créer une entreprise, ça a forcément un coût. Ne serait-ce que les coûts d'immatriculation. Autre question à se poser avant de se lancer, c'est suis-je à la fois un bon commercial, un bon gestionnaire et un bon technicien? Donc quand on crée son entreprise, il est fortement recommandé d'avoir ces 3 compétences-là. Alors, pas de panique, personne n'a la science infuse. Si ce n'est pas le cas, il faudra se faire accompagner. Ça peut être pour la partie financière par un expert comptable ou pour la partie juridique par un avocat. Autre possibilité serait de se former avant la création d'entreprise. Alors, il existe pas mal de dispositifs de formation dont on parlera après, éventuellement. Mais retenez le principe, quand on crée son entreprise, c'est mieux, le taux d'échec est moins élevé quand on a ces 3 compétences-là.
Autre question à se poser avant de se lancer, c'est ai-je un minimum d'expérience dans le domaine où je souhaite créer mon entreprise? Ça, c'est également important en termes de crédibilité. Vous serez plus crédible vis-à-vis de vos partenaires, notamment les banques, les financeurs au sens large, si vous avez déjà de l'expérience dans l'activité. Ça, c'est une donnée à prendre en compte vraiment en amont, avant de créer. Autre question à se poser avant de se lancer, c'est ai-je un minimum de moyens financiers? Ça, c'est également très important pour vous en termes de crédibilité également. Notamment vis-à-vis des financeurs, si vous souhaitez faire financer votre projet. Alors justement, les financeurs disent qu'il faut en moyenne 20 à 30% d'apport personnel par rapport au montant demandé à la banque. Exemple, vous demandez 30 000 € de prêt, il faudrait avoir 20 à 30% de 30 000 € pour être un minimum crédible. Voilà. Alors, on continue avec le point numéro 2 qui est consacré donc à l'étude de marché. Donc pour moi, l'étude de marché est l'étape la plus importante d'un projet de création d'entreprise. C'est ce qui va vous permettre de valider votre projet, le rendre plus clair, le rendre plus précis. Alors, plusieurs choses à étudier quand on réalise l'étude de marché. La première chose à étudier, c'est l'environnement juridique. Alors, il faut partir d'un constat. Aujourd'hui en France, c'est que beaucoup d'activités sont réglementées. C'est-à-dire que pour pouvoir exercer telle ou telle activité, vous êtes obligé d'obéir à une certaine réglementation. Alors, c'est le cas, par exemple, des personnes qui veulent vendre sur les marchés. Ces personnes-là ont l'obligation de demander une carte de commerçant ambulant. C'est le cas pour les personnes qui veulent faire du service à la personne. Ces créateurs-là ont l'obligation de demander un agrément délivré par la directe. Donc vous voyez, beaucoup d'activités sont réglementées en France. Donc la première chose à étudier, c'est la réglementation de l'activité. Deuxième chose à étudier, c'est l'environnement géographique. Alors ça, c'est vraiment important, c'est même le plus important pour les commerces. La chose essentielle quand on a un commerce, c'est l'emplacement. D'accord? Donc effectivement, il vaut mieux payer un loyer élevé et super bien placé, plutôt que payer un loyer pas très élevé et être situé dans une zone pavillonnaire. Ça, c'est vraiment important, c'est vraiment la chose essentielle à prendre en compte pour les futurs commerçants. L'autre environnement à prendre en compte, c'est l'environnement technologique. Alors ça concerne les personnes qui souhaitent se lancer dans des activités innovantes. Bien évidemment, avant de se lancer, bien penser, bien anticiper et bien réaliser l'étude de marché pour savoir si le projet ou le service ou le produit que vous allez proposer n'est pas obsolète, n'est pas dépassé dans le temps. Sinon, encore une fois, vous avez de fortes chances d'échouer. Quatrième environnement à prendre en compte, c'est l'environnement économique. Alors, évidemment, avant de se lancer, il est important de savoir dans quel environnement économique se trouve l'activité dans laquelle vous allez vous lancer. Ça va conditionner la faisabilité du projet. Effectivement, si vous vous lancez dans une activité où le secteur est en déclin, vous n'aurez pas les mêmes objectifs que si c'était le cas inverse. D'accord? Donc, quatrième environnement, l'environnement économique. Et enfin, le dernier environnement à prendre en compte, c'est l'environnement concurrentiel. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre en compte l'environnement de vos concurrents en termes de prix, en termes de produits, en termes de communication et en termes de distribution. Donc, comment vous allez vous positionner par rapport à vos concurrents sur ces différents aspects-là? Est-ce que vous allez vous positionner bas de gamme, haut de gamme ou moyenne gamme, par exemple? Autre élément à prendre en compte, c'est bien évidemment vos fournisseurs. Avant de se lancer, savoir effectivement où ils se situent. Notamment pour ceux qui veulent faire de l'import-export, savoir où ils se situent et surtout connaître les modalités de paiement de vos fournisseurs. Alors, il ne faut pas se leurrer, 9 fois sur 10, les fournisseurs vous demanderont de payer comptant votre marchandise. D'où l'intérêt d'avoir un minimum d'apport avant la création d'entreprise. Et enfin, la chose essentielle quand on crée une entreprise, c'est bien connaître vos clients. Ça, c'est vraiment, pour moi, la question majeure à se poser. Et il faut forcément pouvoir répondre pour pouvoir adapter son offre à la clientèle. D'où l'intérêt de faire des questionnaires, de faire des entretiens, etc. pour bien cibler, bien connaître les attentes du client. Je me présente, je suis Jacinta Carpentier. Je crée mon entreprise avec mes 2 sœurs. Donc, nous sommes 3 sœurs associées dans ce projet. Celui-ci consiste à la création d'une plateforme participative d'intermédiation dans le domaine du tourisme.
Celui-ci aura pour but de mettre en relation des locaux et des touristes afin de leur permettre de découvrir le monde de façon plus authentique. Voilà. D'accord. L'autre question que je voulais vous poser, Yacinta, c'est comment avez-vous procédé pour réaliser votre étude de marché? Alors, on a étudié le marché dans sa globalité. La difficulté principale, c'est que nous avons été ensevelis sous des tas d'informations. Cette étape, elle est assez chronophage pour revenir à une histoire de temps. Créer son entreprise, c'est un gros investissement en temps. Et elle est aussi décourageante parce que, elle peut être décourageante du coup parce qu'elle prend beaucoup de temps, mais pourtant elle est essentielle car elle nous a permis d'affiner notre projet en tenant compte de la réalité du marché et de valider du coup la pertinence du projet. Donc on va laisser maintenant notre expert comptable Alain intervenir sur la partie financière. Bien, bonjour à toutes et tous, en espérant que les conditions techniques feront que vous m'entendrez sur la partie qui me concerne. On a parlé tout à l'heure de la création d'entreprise, de l'étude de marché. Moi, je vais axer un peu plus mon propos sur les prévisions financières, en sachant que dans une démarche de projet comme la création, c'est important à un moment donné de traduire l'ambition qu'on peut avoir et de la chiffrer en fait. Et ce qui est surtout nécessaire, c'est de travailler sur le modèle économique à partir du service ou du produit que vous voulez apporter à vos clients, de bien réfléchir à la manière dont vous allez créer de la valeur, que ce soit sous forme d'achat et de revente, que ce soit sous forme d'abonnement, que ce soit sous forme de prestation. C'est impérieux de connaître son modèle économique avant toute chose. Alors, on sait très bien que dans le parcours du créateur, tout ça n'est pas linéaire. On a des moments de doute, on a des moments où on doit faire des arbitrages, j'y reviendrai. Mais en revanche, cette étape de création, de prévision, permet à l'entrepreneur de se projeter et va vous permettre de vous situer en sachant qu'on n'est pas dans le domaine de la prédiction, on est plutôt dans un domaine de prévision, donc l'erreur, l'incertitude reste toujours présente. Ce qui est important, c'est pour un entrepreneur, comme on le dit souvent, l'entrepreneur n'est pas là pour prévoir l'avenir, mais il est là pour le construire. Voilà. Donc on va regarder de manière un peu plus technique comment tout ça peut s'organiser. On a en général dans le business plan, qui est beaucoup plus global, une partie financière. Dans cette partie financière, en général, on retrouve trois grandes familles. La famille des plans de financement, la famille du résultat, comment la rentabilité du projet est assurée, et parfois le volet trésorerie, budget de trésorerie annuel. Alors sur la partie plan de financement, finalement, en quoi ça consiste? C'est assez simple, il suffit dans un premier temps de bien lister l'ensemble des besoins que vous allez avoir pour conduire votre projet. Donc quand je parle des besoins, sont en général les investissements, les besoins pour comment vous pouvez démarrer votre activité. Donc ça peut être du développement web, ça peut être de l'achat de locaux, ça peut être des achats de véhicules si vous avez des livraisons assurées. Donc en fait, prendre le temps de lister tout ce dont vous avez besoin et de le chiffrer pour avoir une vision de vos besoins. Et ensuite, en face de ça, on va essayer de comprendre et de trouver les solutions de ressources, de financement. Donc soit vos ressources personnelles, Vincent en a parlé tout à l'heure, sous forme d'apport, soit des ressources par biais de financement. Différentes formes existent aujourd'hui. Sur la partie financement, j'assiste sur un point, Vincent l'a effleuré, il y a toujours un décalage entre le moment où vous démarrez votre activité, le moment où vous allez faire votre premier euro de chiffre d'affaires et le moment où vous allez rentrer votre premier euro sur le compte en banque. C'est ce qu'on appelle en général le financement du besoin en fonds de roulement et il est bien important au démarrage de le qualifier et donc l'appui d'un conseil sur cette partie-là est nécessaire souvent pour vous permettre d'évaluer cette partie financière. Donc voilà, plan de financement, mes besoins et comment je les finance. Deuxième élément, la rentabilité. On va regarder sur 3 à 5 ans, est-ce que l'activité prévue est rentable? Donc là, on va vraiment repartir de votre modèle économique
essayer de le traduire en chiffre d'affaires, en coût, en structure, comment les charges vont se construire dans le temps. On va le travailler avec le porteur de projet, avec vous. On va avoir plusieurs temps, l'évaluation du chiffre d'affaires, comment on l'a construit, ça peut être en fonction d'un panier moyen, ça peut être en fonction d'un volume de prestations, un nombre de jours, ou parfois on peut avoir des difficultés à trouver ce chiffre d'affaires. Jacinta en a parlé tout à l'heure. On va travailler sur déjà les charges, toutes nos charges incompressibles de démarrage, comment on doit les financer et quel est notre chiffre d'affaires objectif. C'est une autre façon de construire son prévisionnel. J'attire votre attention sur un point, c'est qu'on peut avoir tendance à construire des prévisionnels, ce que j'appelle moi des prévisionnels un peu euphoriques, c'est-à-dire qu'on a en année 1, on a une situation donnée, en année 2, on fait x2, x3, en année 4, etc., on se développe très très fort. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'ambition, mais c'est intéressant à un moment donné de bien se poser pour dire est-ce que ce que je suis en train de construire a du sens et est-ce que ça a une cohérence avec le modèle économique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a quelques petits pièges. Vous pouvez être amené parfois à travailler sur des supports type Excel, très concrètement. L'Excel est le meilleur ami du monde, mais il peut aussi y avoir des petits bugs, des cellules mal appréhendées, les difficultés parfois à travailler sur les salaires avec les charges. Donc il y a quelques postes comme ça, un peu techniques, qui peuvent parfois poser des difficultés pour le créateur pour évaluer leur montant sur la première année et les années suivantes. Et puis, on peut compléter cette partie-là par un plan de trésorerie qui, lui, sera plutôt sur au jour le jour ou au mois le mois, dans l'année qui vient, comment ma trésorerie va se comporter, est-ce que je vais avoir des trous de trésorerie ou des excédents et comment je vais gérer ma trésorerie dans le temps par rapport à ça. Donc, ça va être les trois composantes. Voilà. Donc, plan de financement, résultats et budget de trésorerie sont à élaborer dans un business plan. Alors, au-delà des chiffres et de ce que je viens de formuler, ce qui est très important en termes d'approche pour vous, pour le porteur de projet, c'est de se dire que les prévisions, elles sont importantes pour vous, mais elles sont aussi importantes pour votre environnement et pour les parties prenantes, que ce soit les financeurs, que ce soit éventuellement les collectivités locales ou territoriales avec lesquelles vous pouvez avoir à échanger, à convaincre, si vous arrivez avec un argumentaire, un projet et également des hypothèses financières, ça donne de la crédibilité très clairement à votre démarche. Vous, à votre niveau, ça va vous permettre de mesurer la portée du projet, le fait de valoriser, le fait de chiffrer. On va voir de quoi est-ce qu'on parle. Est-ce qu'on est en train de parler d'un projet à 10 000 euros? Est-ce qu'on est en train de parler d'un projet à 50 000 euros? Ça pose les choses, ça vous permet aussi à vous de faire éventuellement des arbitrages, de faire des allers-retours, comme je disais tout à l'heure, c'est loin d'être linéaire, donc à un moment de dire, cette phase-là, on va peut-être pas la faire tout de suite, on va la décaler, parce que vous prenez conscience d'un certain nombre de contraintes, que ce soit en matière de financement, ou que ce soit sur le plan purement technique. Et dans ces moments-là, l'accompagnement d'un conseil, d'un expert comptable et d'un conseil comme Serre France va vous permettre d'avoir un côté miroir, de faire part éventuellement de vos questionnements, de voir tester vos scénarios, éventuellement de faire ce qu'on appelle des crash tests en disant si en année 2, le chiffre d'affaires décroche de 30%, qu'est-ce qui se passe? Et aussi de vous rassurer par rapport à un certain nombre de scénarios. Et vos financeurs, évidemment, je ne les oublie pas, que vous soyez sur du financement traditionnel ou participatif, via des plateformes, vous avez besoin de constituer un dossier crédible, solide, et tout à fait cohérent avec votre ambition. Voilà globalement sur les prévisions financières ce que je pouvais dire. Donc, je vais de la même manière demander sur cette partie-là à Jacinta comment ça s'est passé pour son projet. Nous, la première difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'on touche surtout à un secteur émergent, donc il a été difficile pour nous de quantifier le volume d'entrées généré par ce projet. Alors, on s'est plutôt focalisé du coup sur les charges liées à l'activité et à sa création. Ce qui nous a permis de fixer un budget et d'évaluer son amortissement sur 18 mois. On a pu donc finaliser notre tarification et clôturer notre business plan. Pour le coup, nous, la plateforme Serre France qui est mise à disposition des créateurs, elle nous a simplifié la démarche.
et a rendu plus accessible la constitution du prévisionnel. Très bien, merci. Merci Yacinta. Donc après avoir vu les questions de fond, on va commencer par aborder les questions de forme avec le cadre juridique, fiscal et social. Alors, pour faire simple, deux typologies d'entreprises en France. Soit vous créez en nom propre, l'entreprise et vous ne formez qu'un, d'accord. Deux formes juridiques, soit le régime du micro-entrepreneur, soit l'entreprise individuelle. Autre possibilité que vous avez, c'est de créer en société. Et donc là, la société a son propre patrimoine qui est distinct du patrimoine du genre entreprise. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la responsabilité limitée du dirigeant. Et là, vous avez différents exemples avec le ERL, la SRL et la SAS. Donc je vous propose, si vous voulez bien, de rentrer maintenant dans le détail avec le statut du micro-entrepreneur. Alors il faut savoir que c'est un statut vraiment à la mode en ce moment, puisque depuis 3-4 ans, à peu près la moitié des entreprises se créent sous ce régime-là, régime du micro-entrepreneur. Donc voilà le panorama, si vous voulez, de la création d'entreprise aujourd'hui en France. Alors, au niveau juridique, quand on crée sous le régime du micro-entrepreneur, on est forcément tout seul. Il n'y a pas de capital social parce que votre patrimoine sur l'entreprise ne forme qu'un. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle la responsabilité illimitée. Donc, je continue sur la partie fiscale, si vous voulez bien. Donc, au niveau du régime fiscal, deux régimes fiscaux possibles. Soit le régime fiscal simplifié, soit le régime de la micro-entreprise. Alors, si vous optez pour le régime fiscal de la micro-entreprise, deux conditions. Déjà, d'être micro-entrepreneur. Et la deuxième condition, c'est de respecter deux seuils de chiffre d'affaires. Donc, si vous faites de la vente, le seuil de chiffre d'affaires à pas dépasser est de 82 800 € hors taxe par an. Et si vous faites une activité en prestation de service de type conseil, par exemple, le chiffre d'affaires à ne pas dépasser annuel est de 33 100 €. Voilà. Donc, à partir du moment où vous respectez ces deux conditions, donc être micro-entrepreneur et respecter ces deux seuils de chiffre d'affaires, vous pouvez prétendre effectivement au régime fiscal de la micro-entreprise. Et dans ce cas, c'est très simple, il faudra déclarer votre chiffre d'affaires annuel au mois de décembre aux impôts. Donc prenons un exemple, si vous faites 10 000 € de chiffre d'affaires et que vous faites une activité de type conseil, vous déclarez vos 10 000 € aux impôts et vous aurez, effectivement, comme c'est stipulé sur le diaporama, vous aurez un abattement de 34%. Donc les impôts considèrent que vous avez eu 34% de charge. C'est automatique. Donc vous serez imposé sur les 6 600 € restants. Voilà. Donc, l'abattement est de 71% pour les activités de type commercial, achat-revente de marchandises, et pour tout ce qui est activité de prestation de services classique, l'abattement est de 50%. Deux choses à rajouter concernant le régime de la micro-entreprise. La première, c'est que vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Voilà. Et la deuxième, c'est que vos obligations comptables sont réduites. Donc, voilà. On peut s'arrêter là en ce qui concerne la micro-entreprise. Deuxième régime possible, le régime fiscal du micro-fiscal simplifié. Là, c'est plus simple. Donc les deux conditions restent les mêmes. Il faut être micro-entrepreneur et ne pas dépasser le seuil de chiffre d'affaires. Et là, c'est plus simple. Il faudra déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres. Et en fonction de votre activité, vous allez avoir un taux d'imposition qui va s'appliquer. Si votre activité de nature commerciale, le taux d'imposition est de 1%. Si votre activité de nature, si vous exercez une activité en prestation de service, le taux est de 1,7, et si c'est une activité de type libéral, 2,2%. Donc si je reprends l'exemple du consultant qui faisait 10 000 € de chiffre d'affaires, effectivement le taux d'imposition sera de 2,2. Donc 2,2% sur 10 000 €, donc 220 € d'impôt l'année. Donc voilà pour la partie fiscale. On continue avec la partie sociale, donc très très simple la partie sociale. Encore plus simple plutôt. Donc le taux de charge sociale est de 13,4% pour les activités de nature commerciale, 23,1% pour les activités de prestation de service et 22,9% pour les activités de type libéral. Donc si je reprends l'exemple du consultant qui faisait 10 000 € de chiffre d'affaires, il va payer donc 2 290 € de charge sociale. Notez bien que sous ce régime-là, c'est ce qui fait sa force, c'est que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne payez pas d'impôt et pas de charge sociale. Voilà. Donc pour les personnes qui ont des questions, encore une fois, on y répondra à la fin. Donc c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Alors, autre régime possible, autre choix possible, c'est le statut de l'entreprise individuelle.
Alors là, je passe très très vite parce que ça ressemble beaucoup au régime du micro-entrepreneur. Au niveau juridique, c'est exactement la même chose. Au niveau fiscal, vous avez les mêmes options. Juste un petit aparté quand même sur le régime fiscal du réel simplifié. Donc c'est une option que vous pouvez demander en entreprise individuelle. Là, par contre, c'est le fonctionnement classique de l'entreprise qui va s'appliquer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous serez assujetti à la TVA et qu'il faudra déclarer non plus votre chiffre d'affaires, mais votre bénéfice aux impôts à la fin de l'année. Donc, qui dit bénéfice dit bilan et donc expertise comptable. Voilà. L'aspect social est également à prendre en compte, puisque vous serez sous le régime du RSI, vous serez considéré comme un travailleur non salarié, donc un TNS. Et donc, de ce fait, les 2 premières années, vous avez payé des forfaits de charges sociales. Alors, pour les commerçants, environ 4 000 € la première année et environ 5 000 € la deuxième année. Voilà. Et à partir de la troisième année, donc en rythme de croisière, le taux moyen de cotisation sera d'environ 45%. Voilà. Alors, on continue avec les sociétés, donc notamment avec l'URL, donc entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Alors là, effectivement, quand on crée en URL, on est forcément tout seul. Il n'y a qu'un associé, c'est le dirigeant. D'accord? Le capital, effectivement, social est obligatoire et votre responsabilité en tant que chef d'entreprise, elle est limitée. Limitée à ce que vous avez mis en capital en amont. Donc, si vous créez une URL avec 10 000 € de capital, votre responsabilité sera à hauteur de 10 000 €. Donc effectivement, votre patrimoine personnel est protégé quand on crée en société. Au niveau fiscal, 2 options, enfin 2 modes d'imposition possibles. Soit vous optez pour l'impôt sur le revenu, soit vous optez pour l'IS, impôt sur la société. D'accord? Voilà. Au niveau du régime fiscal, alors c'est là que le bas blesse, effectivement. Depuis le 1er janvier 2017, il y a possibilité d'opter pour les mêmes options d'opter pour le régime de la micro-entreprise en étant en URL. Donc ça, c'est une nouveauté depuis le 1er janvier 2017. Voilà, donc tout ce que j'ai dit avant s'applique également pour l'URL. Par contre, effectivement, ce qu'on va retrouver, c'est aussi les régimes, entre guillemets, les régimes basiques, qui est le régime simplifié au réel normal. Et là, effectivement, si effectivement vous optez pour le régime réel simplifié, la base de calcul en étant l'impôt sur le revenu, la base de calcul, c'est votre bénéfice pour calculer votre imposition. Par contre, si effectivement vous optez pour l'IS, la base de calcul va être également le bénéfice là aussi. Et là, plusieurs taux vont s'appliquer. Si votre bénéfice avant impôt est inférieur à 38 000 €, le taux d'imposition sera de 15%. De 38 000 à 75 000 €, le taux d'imposition est de 28%. Et pour un bénéfice avant impôt supérieur à 75 000 €, le taux normal, 33,3%. Donc ça, c'est l'imposition que paiera la société. Au niveau social, vous serez encore une fois sous le régime classique des TNS. Donc, qui dit régime classique TNS dit forfait de charges sociales des 2 premières années. Donc, effectivement, si vous optez pour le régime fiscal du réel simplifié, vous serez les deux premières années assujettis au forfait classique du RSI. Je répète, pour les commerçants, environ 4 000 € la première année et environ 5 000 € la deuxième année. Et à partir de la troisième année, taux moyen de charges sociales, environ 45%. Voilà. Donc juste une petite précision qui a son importance. La base de calcul pour vos charges sociales, ce sera le bénéfice si vous êtes à l'impôt sur le revenu. Et si vous optez pour l'IS, l'impôt sur la société, la base de calcul sera votre rémunération en tant que gérant. Deuxième petit aparté, si en URL vous optez pour le régime fiscal de l'entreprise, la base de calcul, comme je vous disais précédemment, sera, pour les charges sociales, sera le chiffre d'affaires réalisé, comme c'est stipulé effectivement sur la déclaration. Donc je vais laisser maintenant la parole à notre expert Alain qui va nous parler de la SARL et de la SAS. Bien, merci. Donc en fait la SARL, comme l'a expliqué Vincent, a un air de famille avec le URL. On parle de grande sœur de l'URL puisque finalement ce sont les mêmes mécanismes qui s'appliquent. Le URL étant évidemment par définition limité
à un associé. La SARL va reprendre globalement les mêmes fondamentaux, mais va vous permettre de mener votre projet en association. Donc, très clairement, vous allez pouvoir constituer une SARL à 2, 3, 4, jusqu'à une centaine d'associés si vous le souhaitez. Le capital social a créé au démarrage et le régime fiscal est de droit l'impôt sur les sociétés, mais vous pouvez également opter pour l'impôt sur le revenu. Et les statuts de gérant, comme l'a expliqué Vincent, sont tout à fait les mêmes et les conséquences en matière sociale sont tout à fait similaires. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces slides. En revanche, il y a une structure qui se développe de manière assez forte qui s'appelle la SAS, la Société par Action Simplifiée. Alors, elle peut, de la même manière, nous avons vu que la SARL peut se décliner en EURL quand il y a un seul associé. La SAS peut devenir ce qu'on appelle une SASU, Société par Action Simplifiée avec un associé unique. Donc, les règles de la SAS sont assez ouvertes puisque ça fait partie des sociétés, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle rencontre un certain succès, qui ont une grande liberté au niveau de la rédaction des statuts. Vous savez que les statuts, ce sont un peu les fondements de la société, et donc on a la possibilité d'apporter pas mal de spécificités dans la rédaction des statuts. Sur le régime fiscal, c'est l'impôt sur les sociétés, donc avec le mécanisme qu'évoquait Vincent, il existe une possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu. En revanche, ce qui est différenciant par rapport à la SARL, c'est que le président ou la présidente de la SAS a un statut assimilé salarié. Donc on se retrouve dans une situation où le responsable ou la responsable a un statut, alors quand je dis assimilé salarié, ça veut dire qu'on va payer des charges sociales comme un salarié, on n'aura pas tout à fait les mêmes droits, notamment sur les droits au chômage particulièrement, qui ne seront pas... après on peut mettre en place des directeurs généraux, le président peut déléguer un certain nombre de choses aux directeurs généraux. Donc la SAS va vous permettre d'associer du monde et également de construire la gouvernance qui va bien en fonction de votre projet. Voilà pour la partie société par action simplifiée. Alors, merci Alain pour toutes ces explications. Donc si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la partie 5, l'étape 5 de la réunion, donc qui sera consacrée aux aides à la création. Alors, ce sont, voilà, on a répertorié quelques aides possibles. On ne les a pas toutes répertoriées, on a répertorié les principales aides. Donc, première aide possible, c'est le dispositif ACRE, donc exonération partielle de charges sociales la première année. Donc, mes explications sur le dispositif ACRE. Donc, pour pouvoir y prétendre, il faut respecter certains critères. Donc, soit moins de 26 ans, soit demande d'emploi, soit bénéficiaire des minima sociaux. Voilà. Donc, l'ACRE vous offre la possibilité aux entreprises d'être exonérées partiellement de charges sociales. Donc, la première année pour toutes les formes juridiques, sauf pour le régime micro-entrepreneur où là, le dirigeant est exonéré partiellement pendant 3 ans. Mais sinon, toutes les autres formes juridiques, c'est une exonération qui marche que pendant 1 an et cette exonération a été partielle. Deuxième type d'aide possible, ce sont les aides du Pôle emploi. Donc là, effectivement, 2 options possibles. Soit le maintien partiel de vos droits au Pôle emploi, tout en les déclenchant l'entreprise, soit le versement en capital de 45% de vos droits, tout en les déclenchant l'entreprise. Voilà. Donc là, je vous recommande de vous rapprocher de votre antenne du Pôle emploi pour remplir, pour réaliser toute la procédure. Et enfin, les aides, dernière aide possible, ce sont les prêts particuliers, notamment avec le prêt d'honneur. Alors un prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro qui va de 3 à 25 000 euros et c'est toujours en complément d'un prêt bancaire. Donc l'intérêt du prêt d'honneur, c'est qu'il finance ce que la banque ne finance pas. La banque en général finance tout ce qui est investissement, dépenses de matériel, etc. Mais tout ce qui est dépenses de trésorerie, tout ce qui est BFR, comme le disait Alain, la banque ne le finance pas, donc ça peut être financé par le prêt d'honneur. Donc je vous recommande de vous rapprocher du réseau Initiative France. Autre aide possible, ce sont les aides de l'ADI, donc l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui propose du microcrédit, donc qui va jusqu'à 10 000 euros. Voilà, ça c'est pour les personnes qui n'ont pas eu accès au prêt bancaire.
Et enfin, on peut conclure sur effectivement les fonds de garantie. Alors ça, c'est intéressant d'avoir un fonds de garantie. C'est pour les personnes qui souhaitent solliciter un prêt bancaire. Et le fait d'avoir un fonds de garantie, la banque, elle est sûre de récupérer au minima un minimum de fonds. En général, le fonds de garantie, c'est 50% du prêt. Donc, si vous demandez un prêt de 30 000 € à la banque, elle est sûre de récupérer donc 15 000 €. D'accord? Donc, la banque vous demandera de porter caution sur les 50% restants et non pas sur les 100%. D'accord? Donc, ça fait aussi une sécurité pour les chefs d'entreprise. Voilà. Donc là, vous avez différents exemples de fonds de garantie. Alors, je vais laisser la parole à Jacinta, donc, qui va nous parler des aides qu'elle a sollicitées en tant que future chef d'entreprise. Donc, quelles sont les aides que vous avez sollicitées Ou celles que je n'ai pas sollicitées. Alors, nous, on n'a pas fait appel au prêt d'honneur en tous les cas, pour le lancement de notre création parce que c'était un peu compliqué pour nous. Donc, on s'est autofinancé pour le lancement de ce projet. Donc, on a réussi à faire au mieux pour couvrir notre besoin en fonds de roulement sur les 10 prochains mois. Par contre, on a demandé l'ACRE et par la suite, on prévoit de faire appel plutôt, nous, au crowdfunding pour l'expansion de notre projet. Voilà. D'accord. Donc, merci Jacinta. Donc, on va maintenant enchaîner avec les questions. Donc, on vous écoute. Y a-t-il des questions? Alors, voilà, on nous a répertorié les questions. Alors, donc, quelles sont les différences? Alors, quelle différence entre réel simplifié en IR et en IS? En fait, je peux répondre à cette question. Quelle est la différence entre le réel simplifié alors en IR, en IS, ou est-ce que c'est entre réel simplifié et réel normal? Je ne sais pas. En fait, on va répondre aux deux. Réel normal, c'est un réel qui est c'est un régime qui est un peu plus complexe et on remplit globalement un peu plus d'imprimés avec des règles fiscales spécifiques. En général, on va travailler plutôt sur du réel simplifié qui correspond bien aux problématiques de la TPE, et que ce soit en IR ou en IS, ça a les mêmes conséquences, c'est-à-dire que ça va nous permettre et vous permettre d'avoir un peu moins de documents administratifs, notamment ce qu'on appelle dans le jargon la liasse fiscale à envoyer aux impôts, qui sera beaucoup plus allégée, et de faire appel à des options bien particulières. D'accord. Autre question. Alors, si j'ai deux activités différentes, est-ce que je peux être deux fois des impôts? Alors, je continue. Si j'ai deux activités, alors ça dépend ce qu'on entend par impôt. Si on parle de l'impôt sur les sociétés, si vous avez deux activités situées dans deux entreprises différentes, vous allez évidemment payer potentiellement, si vous faites du bénéfice, deux fois l'impôt sur les sociétés. En revanche, si on parle de l'impôt sur le revenu, si vous avez deux activités soumises à l'impôt sur le revenu, vous allez additionner ces deux revenus et cette somme de revenus qui va être taxée à l'impôt sur le revenu de manière globale. On va prendre en compte tous vos revenus et toutes vos charges de l'année. Donc, dans ce cas-là, on ne vous fera pas payer deux fois, mais on va simplement additionner les revenus en espérant avoir été clair par rapport à la compréhension de la question. Alors, autre question, puis-je cumuler l'ACRE et les aides du Pôle emploi? Donc oui, effectivement, toutes les aides sont cumulables. Vous pouvez solliciter l'ACRE et en même temps, en parallèle, demander le maintien de vos droits ou le versement capital de vos droits. Donc c'est tout à fait possible, aucun souci. Donc là, effectivement, il ne faut pas se rapprocher du Pôle emploi. Et puis pour l'ACRE, le formulaire A, qu'il a allé chercher directement au CFE, au centre des formulaires d'entreprise. Donc, quand vous allez prendre votre formulaire de matriculation, vous demandez par la même occasion le formulaire ACRE et vous le déposez également au CFE. Alors, alors, le plafond, si une question sur le plafond de l'ACRE. Donc, pour bénéficier de l'ACRE, donc c'est valable pour n'importe quelle forme juridique et c'est une exonération partielle jusqu'à 120% du SMIC. Voilà. Donc, au-delà de 120% du SMIC, vous serez plus exonéré de charges sociales. Voilà. Une autre question. Peut-être une autre question. Je ne prends pas la question, donc il faut qu'on prenne la question pour pouvoir y répondre. Alors,
une question piège, on va dire. Pour les artistes, quel statut est le meilleur? Alors, c'est un peu compliqué de répondre comme ça tout de suite. Chaque statut a ses avantages et inconvénients. Je dirais que quand on veut tester une activité sans prendre de risque, le régime de micro-entrepreneur peut être adapté. Par contre, quand on a des gros investissements, quand on remonte un commerce, quand on sollicite un prêt bancaire, en règle générale, il vaut mieux créer en société. Voilà. Alors après, effectivement, voilà, c'est pas en 2 minutes que je vais répondre à cette question-là, mais voilà, si vous voulez, voilà ce qu'il faut retenir, grosso modo, quand on hésite entre les différents points juridiques. Alors après, je vous invite effectivement à venir le 8 juin dans nos locaux, puisqu'on a une journée porte ouverte. Voilà. Alors peut-être on va laisser la parole peut-être à une dernière question. Alors, on va vous avec une SAS, payons-nous. Voilà. Avec une SAS ou un SAS, payons-nous des charges dès la première année si les gérants sont TNS. Tu peux y aller, je peux peut-être si besoin, comme tu veux. Donc en fait, quand on est président d'une SAS, on ne paye pas de charges sociales si on ne se rémunère pas. En tant qu'assimilé salarié, on paye des charges sociales uniquement, quand on est en SAS, uniquement quand on se rémunère. Par contre, effectivement, quand on est gérant majoritaire d'une ERL ou d'une SARL, on est affilié au RSI, et donc on est TNS, et donc de ce fait, même si on ne se rémunère pas, on cotise quand même au niveau des charges sociales. Voilà. Nous allons clore ce premier webinaire à peu près dans les temps, un webinaire riche en rebondissements techniques dont nous vous prions encore une fois de nous excuser. Mais merci du coup pour votre patience et votre participation, interactivité. Grâce à vous, très vite, on a pu à chaque fois réagir. Merci pour votre attention, merci pour vos questions. On n'a pas malheureusement pu répondre à toutes, mais vous avez la possibilité de continuer ce dialogue avec Serre France de 2 moyens. En prenant contact sur notre site internet serrefrance.fr, vous avez un espace où vous pouvez demander à être rappelé, à poser vos questions en ligne. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire à la journée portes ouvertes qui se tiendra donc le 8 juin dans notre concept store parisien, l'Entreprendre Serre France, où nous sommes actuellement, et qui est un lieu unique avec un bar à conseil, des espaces de coworking ou encore des soirées de networking. Et donc, l'Entreprendre Serre France, on est 27 rue du 4 septembre dans le 2e arrondissement à Paris. Et lors de cette journée portes ouvertes du 8 juin, nous vous offrirons d'autres conférences et ateliers thématiques tout au long de la journée. Et nous vous offrons aussi des rendez-vous de conseil d'une demi-heure. Donc, vous pouvez vous inscrire car les places sont limitées. Vous voyez l'adresse, vous allez voir l'adresse du site internet, Vincent, encore après, voilà. Pour vous inscrire, vous avez le détail du programme. Et puis, je vous précise enfin que vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire dès vendredi sur notre site internet serrefrance.fr. Donc, très belle journée à tous et à bientôt. À bientôt. À bientôt.